Donc, bonjour Simon. Gérard, programmeur IA chez Ubisoft. Je te laisse la parole pour la présentation du Midi Gaming aujourd'hui. Merci beaucoup, Justine. Donc, bonjour tout le monde. C'est un peu bizarre de faire ça par Zoom, mais bref, allons-y. Comme Justine a dit, je m'appelle Simon. Je suis programmeur chez Ubisoft depuis 12 ans. Puis, j'ai été responsable de la mise en place d'un système de planification d'action sur Assassin's Creed Odyssey. Puis, c'est un système qu'on a réutilisé sur Immortals Phoenix Rising, qui va sortir dans quelques semaines. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu les grandes lignes de ce système-là, puis les efforts qu'on a faits, puis certains des détails qu'on a implémentés sur et à la fois Assassin's Creed Odyssey et sur Immortals Phoenix Rising. Donc, vous n'aurez pas de scope sur Immortals. Je ne vous spoilerai rien, ni même pour Assassin's Creed. Donc, si jamais vous vouliez avoir un scope, malheureusement, je suis désolé de vous décevoir. Donc, comme Justine disait, je suis programmeur chez Ubisoft depuis 12 ans, puis ça fait environ 7 ans que je suis programmeur IA. J'ai travaillé sur certains projets dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, ma carrière se définit beaucoup sur Assassin's Creed. Puis, je suis programmeur IA depuis à peu près Assassin's Creed Syndicate, parce que j'ai travaillé sur le système de Rooks, qui était un système... il y avait des NPC dans le world qu'on pouvait engager, puis auxquels on pouvait donner des ordres. J'ai été chef de l'équipe AI sur Assassin's Creed Odyssey, où on a fait l'implémentation d'un planner. Puis j'étais programmeur IA sur Immortals Phoenix Rising, où je m'occupais encore une fois du planner et des améliorations qu'on y a apportées. La présentation va se dérouler en 3 grandes étapes. Premièrement, juste pour être sûr que tout le monde part un peu sur un pied d'égalité, je vais faire un petit jeu vidéo 101. Je vais présenter 2 concepts, juste pour être sûr qu'on start tout avec le même état d'esprit. Ça va peut-être vous sembler évident. Je m'en excuse si c'est le cas. Par contre, je ne veux pas assumer que vous connaissez des concepts quand vous ne les connaissez peut-être pas. En deuxième partie, je vais expliquer qu'est-ce qu'un planner, puis comment ça fonctionne. Puis finalement, je vais présenter les résultats puis les conclusions qu'on a tirées de nos utilisations sur Odyssey et sur Immortals. Donc, un jeu vidéo, c'est fait un peu en plure d'oignon. Le cœur de l'oignon, c'est les SDK et middleware. Donc, c'est le code, les librairies que Nintendo, Microsoft, Sony vont nous donner. C'est des middleware comme Avoc ou Wise qui nous servent à faire respectivement la physique et le son. Puis c'est aussi des middleware internes qui sont développés par certains autres studios, puis qui ne changeront pas tant que ça de jeu en jeu. Donc, ce core-là, on ne le contrôle pas nécessairement. Par exemple, si Nintendo décide d'updater son SDK pour la Switch, on n'a pas nécessairement notre mot à dire, puis ce n'est pas nous autres qui contrôlent ces développements-là. Donc, overall, ça va rester relativement stable de jeu en jeu. Autour de ça vient se greffer, les transitions marchent super bien, vient se greffer la couche moteur, donc l'engine. Dans le cas de Odyssey et de Immortals, c'est un engin qui s'appelle Anvil, qui est propriétaire à Ubisoft. Ça, on en modifie une partie un peu à chaque projet. On ne le modifie pas au complet parce que ça sert à quoi de réinventer la roue. Si vous utilisiez Unreal Engine, ça serait encore une fois pour vous autres qui contrôlez le développement du Unreal Engine. Par contre, peut-être que vous changeriez certains bouts, peut-être que vous intégreriez une nouvelle version du Unreal Engine. Par contre, la majorité du code va rester relativement semblable. Ensuite, vient la couche qui est gameplay, qui est la couche dans laquelle moi je travaille plus en AI. Ça contient tout le code qui est plus visible aux joueurs. En général, le moteur n'est pas très visible pour les joueurs. Puis ça aussi, de jeu en jeu, c'est surtout vrai dans le cas d'Assassin, vu que c'est plusieurs titres dans la même franchise, il y en a une partie qui ne changera pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de différence à l'écran pour le joueur. Par contre, dans Assassin, on grimpe sur tous les murs, on ne réécrira pas le code de grimper sur les murs à chaque jeu. Puis l'AI dans tout ça, c'est juste une infime partie de ce gros oignon-là.
Puis ce que je veux signifier par rapport à ça, c'est ce qu'on change en AI, si on veut faire une opération à cœur ouvert, comme changer le système de prise de décision, comme on a fait sur Odyssey, il faut quand même s'assurer que tout le reste ne s'écroule pas. On a, quand on fait un assassin, c'est environ 1 millier de personnes. Puis ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est environ 1000 personnes qui travaillent là-dessus à travers le monde. On ne peut pas se permettre de tout casser pendant 1 an, le temps qu'on change le système de prise de décision. Donc, il y a beaucoup des décisions qu'on a prises sur Odyssey par rapport à l'implémentation du planner qui sont guidées par le fait de on ne veut pas tout casser puis avoir un jeu qui est injouable pendant plusieurs années. L'autre concept qui est important, puis qui n'est pas nécessairement évident quand on parlait des programmeurs, c'est qu'un jeu, c'est fait en 2 grosses parties. La première, c'est la partie qui est le code, avec lequel on est très familier. Par contre, il y a une autre grosse partie qui est super importante, c'est que le code, c'est bien beau, sauf qu'on ne codera pas la couleur de chaque pixel d'une texture. Puis on ne codera pas non plus la position de chaque vertex d'un modèle 3D. Tout ça, c'est fait avec des éditeurs qui sont externes, qui sont beaucoup plus adaptés que des lignes de code pour faire ce travail-là. Donc, il y a une partie qu'on appelle le data, qui est essentiellement des bases de données. Si vous installez Assassin's Creed aujourd'hui sur votre ordi, puis vous allez voir dans les fichiers, vous allez avoir tout plein de fichiers qui sont des points forges, qui essentiellement sont des bases de données. Puis ça contient toutes les textures, ça contient tous les modèles 3D, qui vont nous permettre au final d'avoir un personnage dans le jeu qui se déplace. Par contre, là où c'est peut-être moins évident, c'est qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas nécessairement visuelles, qui sont plus logiques, qui sont aussi créées à partir d'un autre éditeur qui ne sont pas dans le code. Par exemple, la valeur de tous les points de vie de tous les ennemis du jeu, ce n'est pas un programmeur qui va l'avoir codé. Ça va être un game designer qui va avoir un éditeur qui ressemble à Excel, qui va avoir rentré toutes les valeurs de HP du jeu. Même affaire avec les dommages, toute la liste des armes, etc. Donc, il y a toute une grosse partie qui n'est pas du code, qui est du data. Puis, la raison pourquoi c'est le même, c'est qu'on ne veut pas recompiler le code à chaque fois qu'on fait un petit changement. Ça serait un peu niaiseux si vous faites un PowerPoint, puis qu'à chaque fois que vous ajoutez une slide, que vous ayez à recompiler Microsoft PowerPoint. Fait que c'est un peu la même chose. C'est qu'en data, on peut faire beaucoup de changements très rapidement sans avoir recompiler le jeu au complet. Donc, l'AI du jeu, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs systèmes de prise de décision qui ne sont pas nécessairement spécifiques à des personnages non joueurs. Donc, n'importe quelle prise de décision peut utiliser ces systèmes-là. Mais dans la présentation, on va se contenter de les personnages non joueurs, donc tout ce que le joueur ne contrôle pas. Une des manières relativement simples d'implémenter de l'AI, c'est d'utiliser des machines à état. En anglais, c'est des finite state machines ou des machines de Turing que vous avez possiblement vu dans vos cours si vous faites le bac en informatique. C'est des structures qui sont assez simples, puis qui essentiellement définissent des états avec les transitions entre ces états-là. C'est bien beau, c'est super simple. Par contre, les state machines ont un problème assez important quand vient le temps d'étendre leur fonctionnalité. C'est-à-dire que l'exemple qu'on a présentement, qui est un exemple de notre éditeur de state machine chez Ubisoft, ben c'est bien beau, on a 2 states, un qui est regardé autour d'une position, puis l'autre qui est d'abandonner. Par contre, ce que vous ne voyez pas, puis vous allez voir dans 2 secondes, c'est que c'est pas mal plus compliqué que ça quand on zoom out, cette machine à état-là. Puis ça peut devenir extrêmement compliqué d'aller faire des modifications. Ça, c'est la machine à état qui contrôle quand les NPC cherchent le joueur, quand ils l'ont perdu de vue, puis ils cherchent où est-ce qu'il est allé. Il y a tout plein de comportements qui doivent s'agencer pour que notre AI fonctionne. Fait que ça donne une machine à état qui est assez complexe. Puis ça fait que dès qu'on veut rajouter une fonctionnalité ou régler un bug, ben, souvent on a des problèmes à circonscrire nos changements parce que nos états sont trop génériques, etc. Donc, en termes clairs, ce qu'on dit dans la vie de tous les jours chez Ubi, c'est que ça ne scale pas. C'est quand on veut monter à plus grande échelle, la technologie ne suit pas. Il y a d'autres manières
d'autres systèmes de prise de décision qui sont les arbres de décision ou les behavior trees, qui sont une structure qui est utilisée à très, très grande échelle dans l'industrie du jeu vidéo. C'est probablement la manière de faire de l'EI qui est la plus répandue. Puis, essentiellement, c'est un arbre qui définit tous les comportements qu'un NPC peut faire. Donc, à chaque intervalle, on va réévaluer l'arbre pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant que je pourrais faire. Dans cet exemple-là, qui est un exemple du Unreal Engine, quand on évalue le behavior tree, on va regarder est-ce que j'ai le line of sight, donc est-ce que je vois le joueur? Si oui, courir après, puis courir après, c'est défini comme une séquence d'actions. Quand on a terminé Syndicate, qu'on regardait quel développement on voulait faire sur Odyssey, un de nos constats, ça a été que on utilisait les state machines, puis on était rendu à un point où c'était extrêmement difficile de faire des changements à ces state machines-là. Puis, malgré toute notre meilleure volonté, on se retrouvait souvent à introduire des bugs quand on voulait rajouter des features. Donc, on a commencé à évaluer les autres systèmes, on a évalué les behavior trees. Par contre, les behavior trees, on a d'autres projets chez Ubi qui les utilisent. Puis, on savait d'avance que ces projets-là commençaient déjà à rencontrer un peu les mêmes limites que les state machines. C'est-à-dire que les behavior trees étaient tellement rendus énormes pour gérer toutes les possibilités qu'on se retrouvait avec le même problème que les state machines. Ces problèmes-là, dans le fond, les deux, les state machines puis les behavior trees, sont des systèmes de prise de décision qui sont scriptés. C'est un peu un abus du terme scripting. Essentiellement, c'est qu'il faut que la personne qui va définir le behavior tree ou définir la state machine scripte toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on prenne en compte toutes les possibilités de toutes les choses qui peuvent se passer dans le jeu. C'est pour le meilleur et pour le pire. Ça peut être très bon quand on veut faire des trucs extrêmement précis, parce qu'on contrôle exactement ce que le NPC va faire. Par contre, pour le pire, parce que si vous pensez à un jeu comme Assassin, le nombre de possibilités, de choses qui peuvent arriver à un NPC sont énormes. Donc, si on en manque une, c'est un bug au bout de la ligne. Versus un IA qui est délibératif, c'est-à-dire qu'on pense plus en termes de résolution de problème. On va donner un problème à un système de décision, puis on va lui demander « trouve la solution ». Là, on parle vraiment en termes plutôt abstraits. Donc, comme je disais, le scripting, tout repose sur la personne qui scripte. Puis, ça présente aussi des problèmes de complexité parce qu'il faut gérer tous les cas possibles. Un AI délibératif, ce n'est pas sans difficulté. Ce n'est pas une solution magique. La difficulté, c'est de représenter le monde autour du NPC, puis c'est de donner assez d'informations pour qu'il soit capable de prendre les décisions qu'il a besoin de prendre. Donc, c'est là que vient la troisième possibilité, puis il y en a d'autres. Mais celle-là sur laquelle on s'est arrêté, c'est un planner. Donc, qu'est-ce qu'un planner? Un planner, si on regardait dans le dictionnaire ou si on essayait de faire une définition en une phrase, c'est un système décisionnel qui trouve une séquence d'actions pour solutionner un problème en simulant les effets de ces actions dans le futur. Là, je ne vous ai pas prouvé grand-chose autre que je pouvais lire ma slide, mais essentiellement, un planner, c'est un simulateur de what if. Donc, qu'est-ce qui se passerait si telle action se passait? Puis, on va faire ça à répétition jusqu'à temps qu'on trouve la solution à notre problème. Il y a plusieurs implémentations d'un planner. Il y a plusieurs types de planners. Nous, celui qu'on utilise s'appelle GOAP, qui veut dire Goal Oriented Action Planning. Ce n'est pas nouveau, ça existe dans le domaine académique depuis 1971. Ça a un autre nom dans le domaine académique, ça s'appelle STRIPS, qui veut dire Stanford Research Institute Problem Solver. Puis ce n'est pas non plus nouveau dans le domaine du jeu vidéo parce que la première utilisation était avec Fear en 2001. Par contre, ce n'est pas un système qui est extrêmement répandu dans le jeu vidéo. Ceci dit, il y a des jeux comme Deus Ex, puis Transformers, et je crois Tomb Raider qui utilisent des planners pour la gestion des comportements de leur AI.
Le processus de planning, c'est un processus qui est un peu complexe. Ça se passe en 3 étapes. La présentation va surtout s'occuper va surtout faire état de la partie du milieu, c'est-à-dire du planning. Par contre, il y a le pré-planning, qui est la collecte de données puis la configuration du système. Ensuite, on fait la simulation des actions, qui est la partie qui nous intéresse. Puis ensuite, ça va nous donner comme résultat un plan. Sauf que tout ça est simulé de manière virtuelle. Donc, on ne change pas ce qui se passe à l'écran. Puis ensuite, va passer la période d'exécution du plan où là, on va faire les actions concrètes dans l'écran du joueur. Pour fonctionner, un planner a besoin de trois items. Le premier, c'est l'état du monde, que je vais sûrement appeler World State durant toute la présentation. C'est essentiellement un cliché de l'information qui peut être utilisé par le planner. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va faire beaucoup de simulations. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, si j'ai certaines actions qui ont un effet sur le nombre de points de vie du joueur, je ne peux pas changer le nombre de points de vie du joueur. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une copie de cette valeur-là, je vais la changer comme je veux, puis après ça, je vais la repuncher. En fait, l'exécution va la repuncher au moment opportun dans la vraie valeur. Ce qu'on utilise pour faire ça, c'est qu'on va se faire une copie dans une structure de type tableau noir ou blackboard, qui est essentiellement juste une liste de clés avec une valeur. Puis, cette liste-là peut contenir absolument n'importe quoi. Par exemple, c'est qui ma cible, combien j'ai de points de vie, les stimuli que j'ai perçus dernièrement, toute une pléthore de booléens pour contrôler ce que j'ai besoin de savoir. Ce qui est important, puis je le répète un peu, c'est une image d'un jeu de société qui s'appelle Maple Circus, mais essentiellement, c'est une représentation simplifiée d'un jeu quelconque. Dans le jeu, on peut dire que moi, je suis le bonhomme rouge, puis je vise le bonhomme bleu. Ceci dit, un humain, on voit qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a un éléphant qui est viré sur le top, puis il y a quelqu'un avec un ballon. Sauf que dans mon blackboard, si j'ai, par exemple, quelle est ma cible, le nombre de points de vie, le stimuli, position, savoir est-ce que je suis en combo ou pas ou si je possède une arme, ça veut dire que je ne suis pas au courant que je suis sur un cylindre mauve, qu'il y a un éléphant ou qu'il y a même quelqu'un de jaune pas trop loin. Essentiellement, ma perception en tant qu'NPC se limite à ce petit sous-ensemble d'éléments-là. C'est important de se rappeler de ça parce qu'un planner ne pourra pas prendre de décision en tenant compte des éléments qu'il ne connaît pas. Donc, la représentation du monde est super importante. Puis, on ne peut pas non plus tout lui dire parce qu'il y a énormément d'informations qui n'est juste pas importante. Par exemple, la couleur du ciel, probablement qu'il s'en fout pour prendre une décision. Donc, c'est important non plus de ne pas lui donner trop de choses parce que ça ralentirait notre algorithme. L'autre élément qu'un planner a besoin, c'est des buts. Un but, c'est essentiellement un problème que le planner tente de solutionner. J'ai fait une représentation vraiment archaïque à droite, qui va être utilisée plus tard dans l'explication. Essentiellement, un but, ça définit un état cible à atteindre. C'est toujours défini par rapport au world state, donc à l'état du monde. Si, ça va être, exemple, une liste de conditions. Si mon but, c'est que le point de vie du joueur tombe à 0, ma condition, ça va être que les points de vie du joueur sont 0. C'est juste que l'endroit où on va regarder cette condition-là, ça va être sur le world state qui va contenir tous les résultats de nos simulations. L'autre élément qu'on a besoin, c'est des actions pour le planner. Les actions, ça va définir des préconditions et des effets qui, encore une fois, sont définis par rapport au blackboard ou par rapport au world state. Donc, les préconditions sont des conditions sur ce world state-là, puis les effets sont des effets sur le world state. Donc, ça va être des simulations. Les actions ont aussi un coût pour qu'on puisse, si j'ai plusieurs options, parce que j'ai plusieurs actions que je peux exécuter en ce moment, je veux savoir laquelle je devrais préférer. Puis, ça contient aussi une liste d'opérations concrètes, parce que les préconditions, les effets, le world state, on parle encore toutes de choses qui sont virtuelles, qui sont simulées. Sauf qu'au bout de la ligne, on voit qu'il se passe de quoi dans l'écran du joueur, donc on a une liste d'opérations concrètes associées à cette action.
Donc, comment est-ce que ça marche? Puis là, ça a spoilé la faible joke à la fin de la slide, c'est pas grave. Donc, on a une liste de buts qui ont toute une priorité. Sur Assassin's Odyssey, ces buts-là, ils ont juste une priorité qu'on met à bras. On n'a pas eu besoin nécessairement d'un système plus complexe que ça. Puis, on a une soupe d'actions. C'est important de savoir que pour le planner, ces actions-là n'ont aucun lien entre elles. Sauf qu'en tant qu'humain, on est capable de voir que l'effet B va remplir la condition B. Puis l'effet C va remplir la condition C de deux autres actions, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les liens. Par contre, à mesure qu'on va se mettre à rajouter des actions puis faire plus de liens, ça va devenir un peu un spaghetti. Ça ressemble pas mal à un graphe. Donc, essentiellement, ce que je vais expliquer, c'est comment traverser un graphe. Mais plutôt que de vous dire juste hey, c'est une traversée de graphe, that's it, je vais l'expliquer plus en détail. Donc, si on revient à nos moutons, on a nos buts que j'ai nommés de manière plus conviviale pour l'explication. Puis, on a nos actions que j'ai aussi nommées de manière plus conviviale. Puis ici, on a eu un AI qui semble être un peu pyromane parce que clairement, il cherche à brûler des choses. Donc, en planning, on a deux manières de faire du planning. On a la manière vers l'avant ou la manière vers l'arrière, ou forward ou backward en anglais. La manière forward est la plus simple à concevoir. Essentiellement, on va regarder, selon mon world state courant, quelles actions sont valides. Mettons qu'on ne se complique pas la vie, on pourrait dire que les actions qui sont valides présentement, c'est sortir une torche, puis aller à une position, puisqu'ils n'ont pas de préconditions. Ils n'ont pas de prérequis à pouvoir être exécutés. Donc, dans du planning forward, on va prendre le premier goal, puis on va regarder est-ce que je suis capable de solutionner F. Donc, on va commencer par prendre les actions qui peuvent être exécutées. Mettons qu'on prend à la position A. On va simuler l'effet sur le world state, puis ensuite, on va refaire une autre boucle. On va regarder, admettons que je suis à la position X, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vu qu'on a rempli la précondition A, je peux prendre une torche. Mais j'ai partiellement aussi rempli les conditions pour détruire un objet. Ensuite, on fait une autre passe, on va demander, OK, prendre une torche, quel effet ça a? Ça a l'effet C. Donc, ça me permet d'autres actions. Puis, on va continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se retrouve où on n'a plus de nouvelle action à tenter de séquencer. Mais on se rend compte aussi qu'il n'y a aucune des possibilités qui va résoudre le but de combat. Donc, on va passer au prochain but, qui est le travail. Puis, on va refaire exactement la même chose. On va partir du début. Puis, on va faire des loops continuellement jusqu'à temps qu'on trouve un plan qui est valide, donc qui solutionne le problème que le goal travail nous demandait de solutionner. Par contre, comme vous pouvez voir, on a exécuté vraiment beaucoup d'opérations pour un peu dans le beurre. Le but de combat, clairement, on n'allait pas être capable de le solutionner. Par contre, en planning forward, en planning vers l'avant, on ne le sait pas avant d'avoir essayé toutes les possibilités. C'est pour ça que sur Assassin, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait du planning, mais vers l'arrière. On fait le contraire. C'est essentiellement le même algorithme, la même idée, c'est juste qu'on part de la fin. Donc, si on part de la fin, on va tenter de solutionner le but de combat. Ce qu'on va demander, c'est essentiellement, est-ce que j'ai une action qui contribue à remplir la condition F? Dans cet exemple simple-là, la réponse, c'est non. Puis on le sait immédiatement. Puis ensuite, on va passer au but de travail. Puis on va faire la même chose. Donc, on fait exactement les mêmes loops jusqu'à temps qu'on ait toutes les possibilités. Puis ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs possibilités de plans qui m'amèneraient à travail. Donc, comment on fait pour décider lequel est le mieux? C'est qu'on veut utiliser les coûts des actions. En réalité, sur Assassin, dès qu'on trouve un plan qui nous satisfait, on arrête, ce qui n'est pas parfait comme utilisation. Par contre, vu que dans le jeu vidéo, il y a toujours on tente toujours de garder la performance de nos algos en tête, souvent, ça ne sert à rien nécessairement de trouver toutes les possibilités.
Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une boucle de planning, on reclasse les actions selon leur coût. Donc, à moins de certains détails, le plan qu'on va trouver va être un des meilleurs qu'on est capable de trouver parce qu'il a toujours été dans le top de la liste de plans qu'on tentait de trouver. Donc, dans ce cas-là, ben, vu qu'on a un beau moins 16 comme coût à la position, ça aide à faire un plan qui a un coût qui n'est pas très élevé. Donc, félicitations si vous avez suivi, parce que c'était la partie la plus compliquée de toute la présentation. Ça devrait être plus facilement digestible pour le reste. Donc, sur Odyssey, pour mettre une mise en contexte, nos jeux Assassin's Creed Odyssey n'est pas le premier Assassin's Creed qu'on fait. Par contre, quand on compare Odyssey avec, par exemple, Assassin 2, le jeu a changé énormément. On a rajouté des véhicules, on a rajouté des bateaux, on a des simulations de NPC qui se trouvent à des kilomètres du joueur. On a un système de combat qui est maintenant basé sur des hitbox. Donc, le jeu a changé énormément, mais les systèmes sous-jacents n'ont pas nécessairement changé tant que ça. Ce qui n'est pas nécessairement un problème. Par contre, plus le temps avance, plus ça devient problématique. Pour mettre en contexte, les bases du système d'AI, donc tout le système de State Machine sur lequel l'AI fonctionnait après Origins, ont été établis sur Assassin 2 il y a 10 ans, donc, au moment où on a commencé Odyssey. Donc, ils sont un peu vieillottes, puis ça commence, comme je disais plus tôt, ça commence à poser certains problèmes. On avait certains buts technologiques pour faire le changement. Le premier, c'était de passer d'un AI qui est réactif, donc qui reçoit un stimuli et exécute un comportement, à un AI qui est plus délibératif, donc qui prend en compte le contexte, qui prend en compte son environnement, puis qui est capable de raisonner un peu plus avant de prendre une décision. Les autres buts technologiques, c'était de diviser les systèmes qui sont monolithiques. Comme je vous ai montré la State Machine tantôt, le but, c'était de casser tous ces gros monolithes-là pour en faire des micro-comportements. Les State Machines s'appellent les Character Logic dans le contexte d'Assassin. Essentiellement, ils définissent un comportement que le NPC peut faire. Mais souvent, c'est un amalgame de petits comportements qui étaient, entre lesquels on définissait des transitions. L'idée qu'on avait avec le planner, c'était de vraiment faire des micro-comportements qui sont extrêmement simples, puis d'utiliser le planner pour décider comment transitionner ou quand transitionner entre ces comportements. Par contre, la techno, c'est bien beau, sauf que ce n'est pas la seule raison pourquoi on a fait ces changements-là. On a aussi un but qui est ludique, donc un but vraiment pour le joueur, pour le jeu. Puis, ce but-là, c'était, on a eu le constat que les NPC interagissaient rarement avec leur environnement. Donc, on passe beaucoup de temps à construire un monde qui est réaliste, sauf que ça se trouve qu'il est peu interactif pour les NPC. Un des meilleurs exemples que ça, c'est classiquement dans Assassin, on a des NPC qui se trouvent dans le monde qui font des actions. Peut-être qu'on a un forgeron qui est en train de frapper sur une épée, ou on a un garde qui est à côté d'un rack à armes. Donc, un rack avec des lances ou des épées dedans. De manière classique, sur Assassin, le NPC n'a aucune idée que le rack est là, puis le forgeron n'a aucune idée qu'il y a un marteau dans les mains. L'idée, c'était que les NPC soient conscients de cet environnement-là. Donc, s'il y a une arme pas loin, s'il y a un objet pas loin qu'ils peuvent utiliser, ça pourrait être intéressant qu'ils utilisent ça comme arme. Par exemple, une pelle, s'il y a une épée ou n'importe quoi qu'ils pourraient utiliser comme arme. C'est là qu'on a introduit le concept d'objets intelligents. Essentiellement, les objets intelligents, c'est des objets dans l'environnement qui peuvent être physiques ou logiques, qui contiennent des actions de planner qui sont ajoutées à la volée. Donc, durant l'étape de pré-planning, le NPC va demander à l'environnement quelles actions est-ce que je peux faire. Puis chaque objet dans l'environnement sait quelles actions quelqu'un peut faire avec lui.
Puis, quand il reçoit la requête, il va dire, ben, OK, moi, en tant que buisson, ben, un NPC peut me brûler, potentiellement. Donc, la soupe d'action devient vraiment très grosse. Puis, on se fie sur le planner pour trouver, ben, OK, est-ce que tu devrais brûler ce buisson-là ou sortir ton arme ou t'enfuir ou whatever le comportement qu'il pourrait vouloir avoir. Ces actions-là, ça peut être, comme je dis, les NPC dans l'Odyssée ont la capacité de brûler des buissons parce que le joueur peut se cacher dedans. Ça peut être un rempart qui va dire aux NPC environnants à ce point-ci, tu peux regarder par-dessus au coup le joueur aille jumper par-dessus le mur. Ça peut être, comme je disais, un rack d'armes. Donc, un NPC peut aller chercher une arme dedans pour se battre avec, s'il n'y en a pas. Ou ça peut être, par exemple, un balai qui, dans Odyssey, est une arme que les NPC peuvent utiliser si elle se trouve à proximité. Donc, ce que ça a donné comme résultat, l'ajout des objets intelligents, c'est qu'on a maintenant des interactions environnementales qui sont intéressantes. Ce n'est pas parfait, évidemment. Par contre, nos NPC sont pas mal plus au courant de ce qui se trouve autour d'eux, puis ils ont des choses intéressantes comme, je reviens encore sur l'exemple, brûler un buisson, prendre une arme quand ils n'en ont pas. Ça les rend plus connectés avec leur environnement. Ceci dit, l'AI ne fait rien de radicalement différent. Par contre, ce n'est pas nécessairement un point faible, dans le sens où on a essentiellement fait une chirurgie à cœur ouvert sur notre AI, puis on s'en est tiré avec un comportement semblable, avec certains ajouts comme les objets intelligents. Donc, notre constat après tous ces développements-là, c'est qu'on s'est quand même bien tiré d'affaire. Puis on a une petite vidéo. Je ne sais pas s'il va partir. Qui n'a pas l'air de partir. Oui, bon. Qui montre un peu les résultats qu'on a eus sur Assassin. Donc, ici, on a regardé par-dessus un mur pour détecter le joueur. On a un exemple aussi de civils qui utilisent des pelles, parce que les civils, par défaut, n'ont pas d'armes dans Assassin. On a un exemple, comme je disais, les gardes peuvent aller ranger leurs armes dans des weapon racks. Donc, ils se trouvent absolument sans armes. Traditionnellement, à ce moment-là, ce serait juste battu avec leurs poings dans les assassins avant de tirer. Sauf que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rechercher leur arme pour péter la gueule du joueur. Puis la même chose, ben, les buissons. Un NPC voit encore d'un de ses camarades, voit un buisson à proximité, ça demande si le joueur est là, puis il va aller brûler pour déloger le joueur. Évidemment, le joueur n'était pas là dans ce cas-là, sauf que ça donne quand même un résultat intéressant. Donc, c'est ce qui complète la partie, disons, sur Odyssey. Sur Immortals, on a réutilisé le même système. Encore une fois, pourquoi réinventer la roue? Fait qu'on a réutilisé le planner. On a intégré le code du planner de Assassin's Odyssey, puis on a commencé Phoenix Rising, puis on a fait, évidemment, certaines modifications. Pour faire une mise en contexte pour Immortals, nos buts étaient d'accroître les capacités du planner. Après ou vers la fin d'Odyssey, on s'est rendu compte qu'il y avait certains problèmes avec notre implémentation. Par contre, ces limitations-là ou ces problèmes-là étaient peu apparents pour le joueur. C'était des choses qu'on voyait quand on débuguait, c'était des choses qu'on voyait quand on regardait behind the scenes, qu'est-ce qui se passait. Par contre, ça n'avait pas tant d'impact à l'écran. Puis, ultimement, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont de la poudre aux yeux dans les jeux vidéo, autant en AI que dans tous les autres systèmes. Puis, ce qui est important, c'est le résultat dans l'écran du joueur au bout de la ligne. Puis, l'autre chose qu'on avait besoin pour Immortals, c'était de supporter les créatures géantes. Traditionnellement, sur Assassin, tous nos NPC ont une taille d'environ 1,8 à 2 quelques mètres, avec certaines exceptions pour lesquelles on fait du code spécifique.
Par contre, sur Immortals, d'entrée de jeu, le but était d'avoir des créatures énormes de 6, 8, 10 mètres de haut. Puis ça posait des problèmes qui étaient vraiment évidents quand on jouait au jeu. Donc, pour ce qui est d'accroître la capacité du planner, deux choses qu'on voulait rajouter, c'était le positionnement spatial. Donc, sur Odyssey, le planner ne simule pas le déplacement des NPC. Ça peut sembler évident, ça peut même sembler surprenant. Par contre, ça ne posait pas vraiment de problème pour le genre d'action que nos NPC peuvent faire. Comme je disais, c'est une décision qui est erronée. Ça nous mène à des décisions qui sont erronées. Par contre, c'est pratiquement pas perceptible. Le classique, c'est que si vous voulez vous rendre à un point en ayant un objet dans vos mains, puis vous avez un objet qui est à 2 mètres à votre gauche, puis 1 mètre à votre droite, ben, le positionnement spatial va faire en sorte que si vous ne le simulez pas, l'NPC ne pourra pas prendre de décision intelligente à savoir lequel des deux objets vous devriez prendre. Puis ça vient aussi dans le recalcul des coûts qui vient un peu dans la même lignée. C'est que le coût des actions sur Odyssey était calculé une fois durant le pré-planning, puis il n'était jamais recalculé après. Dans l'exemple que je disais avec les deux objets, ça fait en sorte que le NPC, il va aller chercher l'objet qui est le plus proche, c'est-à-dire celui qui est à droite, avant de faire demi-tour puis d'aller à gauche complètement, ce qui n'est pas une décision qui est naturelle pour un humain. Par contre, en simulant la position puis en recalculant les coûts, le planeur va comprendre que c'est beaucoup plus logique, au bout de la ligne, de prendre l'objet qui est sur le chemin plutôt que de faire le détour. Ensuite, pour ce qui est du support pour les créatures géantes, le problème était beaucoup un problème de portée. Je vais aller plus en détail dans la prochaine slide, mais essentiellement, le NavMesh, qui est la structure de données qui est utilisée pour savoir où les NPC peuvent se déplacer dans le monde, était plus suffisante. Ça nécessitait des calculs qui sont plus précis. Donc, c'est une raison pourquoi on avait besoin de simuler le positionnement spatial et par conséquent, de simuler aussi le recalcul des coûts. Donc, si on regarde un cas de Immortals, les NPC ne peuvent pas nécessairement aller n'importe où. Ils ont des capacités de navigation qui sont moindres aux joueurs, pas nécessairement par limitation technique, mais par limitation de game design. On ne veut pas nécessairement que les NPC soient capables de sauter partout. Puis, on veut aussi que le joueur se sente puissant, on veut qu'il se sente comme un héros. Donc, on lui donne des capacités plus grandes. Si on regarde plus proche puis qu'on affiche le NavMesh, donc, vous voyez, tout est maintenant couvert un peu de vert. Un NavMesh, c'est une structure de données qui définit où les NPC peuvent se rendre. Si vous prenez un exemple, si vous vous trouvez au milieu de la patinoire au Centre Bell, puis je vous demande d'aller à la loge 324, ben, vous n'irez pas nécessairement tout droit. Il faut que vous sachiez par où vous devez passer pour vous rendre. Probablement que vous allez sortir par le banc des joueurs puis vous perdre dans le Centre Bell. Le NavMesh sert à informer les NPC sur quel chemin prendre pour se rendre à destination. Parce que d'aller en ligne droite, c'est rare que ça va fonctionner. Puis vous voyez qu'il y a le NavMesh arrête proche de la petite falaise. Ben, les NPC ne peuvent pas monter cette falaise-là. Elle est trop à pic, ils n'ont pas les capacités pour le faire. Peut-être que le player peut. Par contre, il faut une structure de données qui définit pour les NPC où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc, le problème qu'on avait avec la portée des NPC, c'est un NPC de 1,8 mètres, c'est logique qu'il fasse le tour. Un NPC qui a 8 mètres de haut, ben, essentiellement, son bras va arriver juste à la hauteur du joueur, puis là, ça a l'air un peu fou qu'ils ne veulent pas tapocher, puis qu'ils se mettent à marcher pour faire le tour. Donc, ce que le planeur permet, c'est que si on lui donne l'information, on peut lui donner deux informations, en fait. La première, si le NPC se trouve en bas à droite, l'information qu'on peut lui donner, c'est quoi le point en ligne droite le plus proche que tu peux, dans la direction du player que tu peux atteindre. Puis on lui a donné cette information-là. L'autre information qu'on va lui donner, c'est quel est le point le plus proche du joueur que tu peux atteindre. Et là, la différence, c'est pas en ligne droite. Puis, ben, il va nous dire qu'il y a un chemin qui fait le tour et qui se rend jusqu'au joueur.
Ensuite, là où le planner est très intéressant, c'est qu'on va avoir deux actions. On va avoir l'action pour atteindre le point jaune, qui est celui qui est le plus proche du joueur, puis on va avoir une action pour atteindre le point rouge. Puis il va avoir comme effet de dire que dans le world state, dans le blackboard, de dire que ma position est maintenant rendue la position du point jaune. Puis ensuite, on va avoir des actions d'attaque qui vont avoir comme condition d'être en dedans de 0,5 m ou en dedans de 1,2 m, dépendamment de c'est quoi l'attaque. Si je fais un punch, peut-être que c'est 0,5 m. Si je fais un saut par en avant, peut-être que c'est plus grand. Puis on va comparer, on va simuler les positions, puis on va comparer avec les métriques des attaques, qu'est-ce que les attaques demandent. Puis on va réussir à trouver un plan qui séquence atteindre un point, puis faire une attaque par la suite. Puis la beauté de ça, c'est que ça n'a pas vraiment de différence si c'est une petite créature ou si c'est une grande créature. Si c'est une grande créature, c'est exactement le même principe, c'est juste que les préconditions des attaques vont être plus tolérantes, vont demander une plus grosse vont supporter une plus grosse portée. Donc, c'est un des changements qu'on a dû faire sur Immortals pour supporter les créatures de taille différente. Donc, ce qu'on en retire de deux projets, après deux projets, ça fait environ 5 ans qu'on travaille avec le planner. Un planner s'abrite quand ça prend une décision qui est éclairée. Si je vous pose la question pile ou face, puis vous me dites face, puis qu'après ça, je vous demande pourquoi vous avez décidé face, ben, il n'y a pas vraiment de raison. C'est un peu random, vous avez décidé, vous filiez comme face aujourd'hui. Le planner est bon pour décider des choses quand il y a une raison de décider entre deux actions. Fait que demander décider entre pile ou face, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a aucune information pour mieux décider entre un ou l'autre des options. Puis ça veut dire qu'on peut donner cette décision-là à un système sous-jacent qui peut prendre des décisions plus mondaines. Par exemple, quand on a commencé à utiliser le planner, on avait mis toutes les attaques. Donc, donner un coup d'épée à gauche, donner un coup d'épée à droite. Toutes étaient des actions différentes. Par contre, le NPC s'en fout un peu si c'était un coup d'épée à gauche ou à droite. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était donner un coup d'épée. Puis après ça, ben, le random de essai à gauche ou à droite, c'est fait plus bas. C'est pas le planner qui prend cette décision-là. L'autre grosse leçon qu'on a appris, c'est que la modularité est une amélioration énorme. Puis ça, c'est pas juste vrai dans l'AI, c'est vrai dans tous les aspects du jeu. L'édition des comportements est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin nécessairement de se soucier quand on change les paramètres d'une attaque, de savoir comment ça va impacter les autres attaques. Puis, les objets intelligents sont une solution qui est élégante pour favoriser cette modularité-là, parce que l'objet n'a pas nécessairement conscience de tout ce qu'il y a autour de lui. Il va juste définir quelles interactions un NPC peut faire avec cet objet-là. Puis, troisièmement, un planner brille quand il peut choisir parmi plusieurs options. Comme je montrais dans l'exemple de la portée et de la navigation qu'on vient de voir, le planner va faire le choix entre deux choses qui sont tout à fait cohérentes. Par contre, il va évaluer laquelle a plus de sens selon l'information que j'ai présentement. La force d'un planner, c'est l'associativité des actions. C'est que si on rajoute plein d'actions, comme les objets intelligents, mais ça va créer des comportements qui sont émergents pour lesquels on n'a pas besoin nécessairement de se soucier de toutes les avoir pensées d'avance. Puis ça va rendre nos NPC intelligents, ce qui est une chose qu'on cherche toujours à faire. Donc, ça complète la présentation. Je vous remercie de votre écoute. Puis, si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. Soit sur la présentation ou sur le domaine du jeu vidéo en général, là, si vous voulez. De quelle manière tu veux que les gens procèdent, Simon? Est-ce que tu veux qu'ils désactivent la sourdine de leur micro et posent directement les questions? Oui, y a-t-il un concept de main levée dans Zoom? Pas nécessairement. On peut mettre des réactions si jamais. Ça Oui. peut fonctionner semblablement. C'est vrai.
D'accord. Allons-y comme ça. Sinon, démutez votre micro puis posez des questions. Oh, Théo Oui, a une Théo. question. Yep. Exact, c'est moi. Déjà, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais une question justement concernant les poids. Comment vous arrivez à faire en sorte que chaque poids soit parfaitement équilibré? Ce que je veux dire par là, c'est que justement, quand vous avez parlé du concept d'objet intelligent, ça rajoute énormément de choses différentes dans le contenu général à prendre en compte. Et comment vous arrivez à justement équilibrer les poids pour qu'au final, un acteur, au lieu d'aller prendre un balai à 1 mètre, aille prendre une épée qui est à 10? Les poids, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais il y a 2 composantes au poids. La première composante, c'est une composante qui est statique, donc va définir un peu la préférence que l'acteur a pour 2 actions. Ensuite, ça, c'est relativement mineur dans tout le calcul des poids. Ensuite, il y a tout plein de composantes qui sont dynamiques. Par exemple, on appelle ça des cost modifiers, donc des modificateurs de coût. On en a un qui est la distance entre l'action ou l'objet puis moi. On en a, c'est selon combien ça fait de temps depuis la dernière fois que j'ai exécuté cette action-là. On en a, ça peut être selon l'angle entre le joueur, etc. Donc, on a tout un système de modificateurs de coûts qui permettent justement de calculer. Souvent, c'est plus facile de se le représenter spatialement, comme tu dis. Aller chercher un balai à 10 mètres ou à 5 mètres, le modificateur de coût de distance va dire au NPC essentiellement, celui à 5 mètres est beaucoup plus alléchant que celui qui est à 10. Pour ce qui est de balancer les coûts entre toutes les différentes actions, on n'a pas de technique magique. En fait, c'est plus pas une éducation, mais c'est plus faut que nos game designers puis nos programmeurs s'assoient puis se disent, OK, notre base, le coût de base d'une action va être par exemple 100, puis tous les NPC vont rajouter 1 au coût par mètre de distance. Fait qu'il faut comme standardiser la manière qu'on définit les coûts. Puis ça, c'est un travail c'est un humain qui le fait. Là. On n'a pas un système qui le fait magiquement. Puis c'est quand même un travail qui est complexe. Mais essentiellement, c'est ça. Les cost modifiers sont beaucoup plus complexes que juste un chiffre, comme j'ai insinué dans ma présentation. Ok, très bien, merci beaucoup. Duncan? Oui, bonjour. C'était pour demander du coup au niveau de ces objets intelligents justement, comment on fait en fait pour les détecter, on va dire, dans le monde en fait, parce que du coup on peut supposer qu'il y en a de partout placés dans le monde, donc il faut éviter de capter ceux qui sont de l'autre côté du monde par exemple. On peut peut-être se dire qu'il n'y a que les entités autour qui le font. Ouais. En fait, la manière dont c'est fait, c'est quand même un système qui est relativement complexe. La manière dont c'est fait, c'est quand la chose qu'il faut savoir, c'est dans Assassin, puis dans beaucoup de jeux qui sont open world, le loading est dynamique. Donc, si vous prenez l'exemple de Assassin Odyssey, la ville principale, c'est Athènes. Mais Athènes n'est pas loadée en RAM dès que vous startez le jeu. Elle va être loadée en RAM si vous êtes pas loin d'Athènes. Et en fait, c'est encore plus dynamique que ça. Essentiellement, c'est une grille dans le world. Puis on load un certain nombre de cellules de chaque côté du joueur. Donc, quand vous déplacez des trucs qui loadent puis qui unloadent de la RAM, puis au moment où c'est loadé, les objets intelligents qui ont été taillés comme objets intelligents vont s'enregistrer dans un système qui, lui, est tout le temps là. Puis ils vont enregistrer leur position, puis est-ce qu'ils sont accessibles. Puis c'est de cette manière-là, quand le NPC commence à planer, il va demander au système, donne-moi tous les objets intelligents enregistrés qui sont à distance réaliste de moi. Puis c'est comme ça qu'il n'aura pas à prendre en considération des objets qui se trouvent à des kilomètres. Ceci dit, les objets à des kilomètres ne sont même pas loadés en mémoire. Donc, c'est comme ça. Puis, on fait aussi plusieurs tests de savoir est-ce que je suis capable de me rendre à cet objet-là en utilisant le navmesh pour être sûr de limiter le plus possible le nombre d'actions inutiles ou d'actions impossibles qu'on donne au planeur.
parce que c'est quand même un algo qui est un peu gourmand en temps de processeur. Donc, on essaie de lui donner une chance et de limiter le nombre d'actions autant que possible à ce qui est envisageable d'exécuter. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'ayez pas peur. Ou ayez peur, je veux dire, c'est... C'est ça long. Moi, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que ça devait être clair? Si j'aurais encore une petite dernière question. Et justement, vous avez parlé à un moment du navmesh avec les énormes, on va dire les personnages plus importants en taille qui étaient plus difficiles à calculer. Et est-ce que vous pourriez un peu détailler cette partie, justement, ça m'intéresse? Un navmesh, c'est une structure qui est très répandue dans le jeu vidéo. Là. Je ne veux pas estimer un pourcentage, mais je vais le faire pareil. Pendant 95% ou 98% des jeux vidéo en 3D utilisent un navmesh pour ce qui est on appelle ça le pathfinding, donc la recherche de chemin pour leur œil. Essentiellement, nous, ce qu'on fait dans notre engin, c'est qu'il est généré automatiquement. C'est qu'on a des gens super compétents, beaucoup plus compétents que moi, qui placent les différents modèles dans le jeu, qui placent, comme si on regarde la slide présentement, le temple au-dessus de la montagne, etc. Donc, qui bâtissent le monde. Puis, on a un processus automatisé qui est plutôt complexe, qui va regarder toutes les collisions, qui va générer essentiellement un modèle 3D simplifié du monde. Donc, une batch de triangles qui va suivre les endroits où est-ce que les NPC peuvent se rendre. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que le NPC, quand on lui dit « va à tel endroit », il va demander à ce système-là, il va demander au navmesh, donne-moi la liste des triangles la plus courte pour me rendre entre ma position présentement puis la position que je tente d'atteindre. Puis si vous y pensez 2 minutes, essentiellement, ce qu'il fait, c'est du planning. Ça n'utilise pas le Action Planner qu'on a implémenté pour la prise de décision de comportementale, mais ce que ça fait, c'est du planning, un navmesh. C'est que ça va regarder, mettons que je me déplace dans le triangle qui est à côté, qu'est-ce que ça me donne comme possibilité? Puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se rende à destination. Pour ce qui est des grosses et des petites créatures, les deux utilisent le navmesh, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, après ça, c'était plus une question de si on fait des choses bêtes, il y a des possibilités que les grosses créatures ont qui est juste dans leur portée. Je veux dire, je peux peut-être atteindre quelque chose qui est à 75 cm de moi en tant qu'humain qui mesure 6 pieds. Mais un cyclope de 8 mètres de haut, lui, il peut atteindre vraiment plus loin. Donc, le but, c'était de ne pas contraindre les NPC à juste se déplacer sur le navmesh, puis de leur donner un peu une intelligence de « OK, ton navmesh, je te dis que tu ne peux pas naviguer, mais est-ce que tu peux te rendre? » Parce qu'il y a une différence entre, pour un humain de 6 pieds, peut-être qu'on peut faire une approximation de pour pouvoir frapper le joueur, il faut que tu sois capable de te rendre à la position du joueur. Sauf que cette option-là prend le bord quand on agrandit l'échelle de nos NPC. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce développement-là. Pour le navmesh spécifiquement, c'est quelque chose qui est très standard. Ça utilise un algorithme qui s'appelle A-star. Puis c'est un parcours de graphes, un peu comme je disais au début, du planning, c'est un parcours de graphes. Naviguer sur du navmesh, c'est un parcours de graphes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'était très bien, parfait. C'était plus la question par rapport au... Quand en fait j'utilise aussi un navmesh dans le projet, et je ne comprenais pas quand vous parliez justement d'objets plus grands qui avaient besoin de calculs plus précis. Et vu que de ce que j'utilise pour l'instant, j'avais l'impression qu'il pouvait gérer tout type de forme et tout type de taille. Mais du coup, oui, quand vous avez précisé que, par exemple, une grosse espèce n'a pas forcément besoin de se déplacer pour accéder à un objet qu'il a apporté, c'est vrai que c'est plus précis. Merci. Exact. C'est ça, c'est pas tant que le navmesh n'était pas approprié pour faire les déplacements, c'est que c'était pas toujours approprié de faire un déplacement
quand on jouait au jeu. Puis c'était extrêmement visible pour le joueur. Souvent, tu avais, mettons, le cyclope qui était sur un promontoire à la hauteur de ta face. Puis là, il partait d'un bord, puis il faisait le tour pour venir te piétiner. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait être peut-être un peu plus intelligent dans notre prise de décision que ce qu'on avait été auparavant. Il y a Sophie aussi qui avait une question, Sophie Raudran. Yes, vous m'entendez ou pas? Oui. Parfait. J'ai une question, donc si j'ai bien compris, le planeur est en temps réel, mais j'ai essayé de rapprocher ça avec l'IA un peu plus, pas classique, mais en dehors du jeu vidéo, et dans ce cas-là, on entraîne les neurones avant en temps différé, et ensuite on utilise les résultats comme une boîte noire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ça dans le jeu vidéo? Enfin, un principe similaire? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le planning n'est pas spécifique aux jeux vidéo. C'est utilisé dans tout plein d'applications commerciales, par exemple des applications manufacturières pour gérer les ressources. Pour ce qui est des réseaux de neurones, oui, conceptuellement, on pourrait faire en sorte de essentiellement apprendre toutes les possibilités qui sont offertes. Puis ensuite, utiliser le réseau de neurones comme une black box. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait à ce stade-ci. Le problème que je vois avec le réseau de neurones présentement, c'est une des raisons pourquoi ce n'est pas nécessairement tant utilisé en ce moment en jeu vidéo, c'est que le temps d'apprentissage est un peu un problème, dans le sens où ce n'est même pas une question pour quand on livre le jeu aux joueurs, c'est une question en développement. Si je rajoute une action, puis il faut que je prenne X temps à réapprendre comment utiliser cette action-là, puis comment utiliser toutes mes autres actions, parce que ça va avoir un impact, ça ralentit notre temps de développement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a solutionné ou sur lequel on s'est penché en ce moment, jusqu'à présent. Par contre, c'est sûr que quand on regarde les techniques de machine learning, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui commence à être utilisé. On a des équipes dans Ubisoft à travers le monde, par exemple pour l'AI qui fait la conduite dans Watch Dogs. Cette AI-là a été entraînée avec du reinforcement learning pour apprendre à conduire essentiellement. Donc, c'est des trucs qu'on commence à regarder. Oui, en théorie, c'est possible de prendre ces décisions-là avec les NPC. Au temps où on a commencé Odyssey, c'était trop embryonnaire pour qu'on se lance là-dedans et y joindre, disons. Sauf que les choses ont changé en 5 ans, fait que je ne dis pas que reprendre les mêmes décisions aujourd'hui, on ne regarderait pas du côté du machine learning et des réseaux de neurones. Merci. Il n'y a pas d'autres réactions, il n'y a pas d'autres questions. Ah, Gabriel. Oui, ben salut Simon. Premièrement, fantastique présentation. J'ai manqué une petite partie au début, là, désolé, je devais travailler, mais super intéressant. Je trouve ça très drôle en fait que tu aies parlé beaucoup de pathfinding puis de justement de Navmesh, là, le cours de ce soir, justement avec la question de Théo qui va y participer. On va parler de ça, ça fait que ça va être. Je vais pouvoir faire des petits rappels par rapport à ce qu'il est présenté ce midi. Merci. C'est ça en fait. J'avais une petite question en fait plus par rapport à est-ce que vous avez par exemple des systèmes selon lorsque le terrain change, donc s'il y a de la destruction de terrain, des trucs comme ça, et aussi des comportements qui peuvent changer selon, par exemple, si j'ouvre une porte, je ferme une porte, puis après ça, tu peux niaiser les NPC en ouvrant la porte, fermant la porte, ouvrant la porte, fermant la porte, etc. Donc, est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Oui, en fait, je vais répondre à la deuxième partie de ta question en premier. Pour ce qui est des portes, notre stratégie a été de dire à la direction créative, pas de porte. Et c'est même pas des jokes. Ça a été un call qu'on a fait très tôt. Si vous voulez un soundbite, les portes, c'est la pire invention du jeu vidéo. C'est toujours extrêmement problématique à gérer pour quelque chose c'est une porte, là, je veux dire. Le fameux door problem, en fait, tout simplement. Exact, c'est ça. C'est vraiment pas le fun à gérer, puis ça demande quand même beaucoup d'efforts pour quelque chose qui est plus ou moins sans conséquence. Sinon, c'est quoi la première partie? En fait, disons le recalcul d'un Navmesh par rapport à si un terrain qui est destructible, par exemple. Ouais. Sur Assassin, traditionnellement, là, ça revient comme j'expliquais la pluie d'oignon, puis on ne peut pas tout changer tout le temps. Historiquement, si on regarde Assassin 2 puis les vieux Assassins,
l'environnement était très statique. Là, c'est beaucoup moins vrai à cette heure parce qu'on a dynamisé nos mondes. Sauf que la base, le NavMesh, c'est pas la technologie de NavMesh qu'on utilise, et on n'a jamais eu besoin de faire des trucs ultra dynamiques comme par exemple Rainbow Six, où est-ce que toutes les murs se détruisent, etc. Ce qu'on fait par contre, c'est on a un système qu'on appelle un système de patching de NavMesh qui va venir s'il y a une colonne qui tombe, s'il y a une roche qui tombe, etc. S'il y a un endroit qui est plus accessible dans le monde, on va venir appliquer une patch, comme on applique une patch sur des vêtements, qui va recalculer localement le NavMesh. C'est relativement coûteux. Ceci dit, c'est de cette manière-là qu'on se met. Fait que ça reste un NavMesh, puis nos cellules de NavMesh sont quand même grandes. C'est 32 mètres par 32 mètres. Là. Fait qu'il y en a du stock dans une seule cellule. Fait qu'on ne veut pas juste invalider cette cellule-là. Par contre, on a de la techno pour dire localement, à cet endroit-là, recalcule les connexions entre les triangles. Puis après ça, tout le système de pathfinding prend en compte ces patchs-là. Mais c'est sûr que quand tu regardes, j'avais vu une présentation de, je crois que c'est sur Horizon Zero Dawn, où eux, en fait, dans Assassin, le monde est énorme, là, c'est 10 km par 10 km. On génère du NavMesh dans toute cette superficie-là. Puis on le génère, c'est un processus, c'est une build machine qui génère tout le NavMesh la nuit. Sauf que ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu regardes Horizon Zero Dawn, eux autres, ils le génèrent au runtime pendant que le joueur joue. Donc, j'ai une présentation que il génère, fait quand il y a un arbre qui tombe, quand il y a quelque chose qui bloque le NavMesh, il est automatiquement régénéré parce qu'il est généré en tout temps. Ça, c'est super intéressant. Par contre, est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'on est capable de l'appliquer à un monde qui est aussi gros, aussi complexe? Je n'ai pas fait l'analyse, mais c'est sûr que c'est trippant de voir des présentations de ce genre-là. Oui, c'est coûteux. Merci beaucoup. Très bonne réponse. Merci, Gabriel. Il y avait Antonin aussi, tantôt, qui avait la main levée. Je ne sais pas s'il a toujours sa question. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, c'était est-ce que les choix que prennent les NPC influencent les autres choix des NPC pour pas qu'ils prennent tous les mêmes décisions? Est-ce que ça influence justement entre une interaction comme ça entre la planification des NPC? La réponse à ça, c'est dans... j'essaie de me rappeler si je vais mentir ou pas. Ils ne prennent pas vraiment en compte les décisions des NPC autour. Dans le sens où ils ne savent pas qu'est-ce qu'un autre NPC a décidé. Ce qu'ils vont voir, c'est l'effet que les actions de ses compatriotes vont avoir sur le monde autour de lui. Par contre, on ne fait pas de coordination d'action. On l'a fait un peu sur Odyssey, quand le joueur est sorti du champ de vision des NPC. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se séparer en groupes, puis on va donner des buts à chaque groupe. Puis chacun des membres du groupe, essentiellement, on override complètement ce qu'il est capable de faire. On va dire, toi, tu es le chef de ce groupe-là. C'est toi qui vas décider, est-ce que tu vas brûler le buisson, est-ce que tu vas sonner la cloche, etc. Puis les autres rôles, essentiellement, ils servent de bodyguard. Fait qu'ils vont tenter de protéger le chef. C'est très complexe comme problème à la base des groupes, et aussi le planning en groupe. Avoir à refaire une passe ou réutiliser ce problème-là, j'utiliserais quand même la même approche, c'est-à-dire que ton groupe définit des buts high level, puis tu laisses quand même les membres de ton groupe prendre leurs propres décisions. Ce qui est difficile, c'est que tu te retrouves rapidement un peu dans une boucle sans fin parce que tes deux agents vont être en train de planer. Puis là, lequel a priorité sur l'autre? Parce qu'ils vont essayer plein de choses. Fait que tu vas te retrouver dans plein de cas de si lui a fait ça, moi, je peux faire telle affaire. Sauf que l'autre va dire la même chose. Puis tu te retrouves dans des trucs hyper complexes. Puis encore une fois, je pense que si tu veux faire des comportements qui sont synchronisés, tu as des manières plus solides, en anglais c'est reliable, plus fiable de les faire que d'essayer d'incorporer ça au planning. Parce que c'est un algo qui est quand même déjà un peu complexe. C'est pas si complexe que ça, mais il peut le devenir.
Fait que d'essayer de rajouter tout plein de possibilités, c'est probablement mieux de faire un système qui chapeaute tout ça, qui va faker plein d'affaires, que d'essayer de, disons, nativement dans l'algo planning, de prendre en compte les choix des autres. C'est un truc qu'il faut tout le temps garder en tête. Là. Comme je disais, il y a plein de poudre aux yeux dans le jeu vidéo, ça fait peur. Mais je pense que c'est correct, puis il faut l'utiliser là. Si le résultat que le joueur a à l'écran est satisfaisant, c'est good. Puis souvent, le risque quand on fait de l'AI, c'est qu'on est vraiment, vraiment intéressé par comment la décision est prise, puis est-ce que c'est une décision intelligente, mais le joueur, il ne voit absolument rien de ça. Je veux dire, ça prend 0,5 millisecondes à prendre une décision avec notre système, ce qui est beaucoup de temps pour un processeur. Sauf que le joueur, il n'a rien vu. Votre jeu roule à 30 images secondes. Ben, je veux dire, ça nous a pris 0,5 milli sur un frame qui en prend 33. Je veux dire, il n'y a pas d'avantage à la complexité de tout ça. Si vous êtes capable de faire de quoi de vraiment simple et que le joueur il voit que du feu et qu'il trippe, ben, c'est ça l'important, au bout de la ligne. Donc, pour ce qui est des groupes, c'est un problème qui est vraiment complexe. Puis j'aurais tendance à ne pas complexifier l'algo de planning tant que ça. Parce qu'il y a déjà assez de complexité dedans, disons. Merci. Merci, Antonin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe en revue les participants. Il n'y a pas de main levée, pas de réaction. Alors, merci aux participants. Un très grand merci à Simon. Ça fait plaisir. Pour cette présentation-là, qui, je le répète, va être accessible sur notre site web dans les prochains jours. De toute façon, il y aura l'infolettre qui est envoyée à tous les jours aux étudiants, à tous les lundis aux étudiants, qui va donc vous avertir de la mise en ligne de ça. Je vous ferai parvenir également à Simon et à Émilie, le lien vers la présentation. Donc, un grand merci à tout le monde. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ça va?